Et si la personne que tout le monde croit coupable était innocente? Et si la justice n'était qu'à un souffle d'être réduite au silence à jamais? Voici l'histoire d'un homme silencieux qui, au bord du précipice, changea le cours du destin. La foule s'était massée tôt ce matin-là à Vallée des Trembles, en cette année 1875. La petite ville frontalière, habituellement assoupie sous un soleil de plomb, bourdonnait d'une excitation morbide. Une plateforme en bois avait été construite à la hâte sur la place centrale. Ses planches de pin fraîchement coupées suintaient encore de sève sous la chaleur accablante. Un nœud coulant pendait sinistrement à la traverse, oscillant doucement dans la brise sèche. Céleste Ducharme se tenait dans la cellule du poste de police, les poignets liés par une corde rugueuse qui lui écorchait la peau. À travers la petite fenêtre à barreaux, elle voyait la marée humaine grossir. Des hommes aux chapeaux poussiéreux, des femmes en robes de toile, et même des enfants se faufilant entre les jambes des adultes, tous venus pour la voir mourir. « Ce n'est pas juste », marmonna le connétable Garnier, un homme dont le visage buriné témoignait de 40 années rudes passées sur ces terres sauvages. Il montait la garde devant Céleste, ses yeux trahissant son conflit intérieur à l'idée de voir une femme monter à l'échafaud. Céleste releva le menton, ses yeux verts étincelants de défi malgré les sillons de larmes sur son visage maculé de terre. « Je ne l'ai pas tué, dit-elle, pour ce qui semblait être la 100e fois. Je n'ai pas tué mon mari. » Le connétable évita son regard. « Le jury ne l'a pas vu de cet œil-là, madame. Ils ont trouvé le couteau dans votre main. Je l'ai retiré pour essayer de le sauver. » Sa voix se brisa sous le désespoir. « Pourquoi tuerais-je la seule personne qui m'ait jamais témoigné de la bonté dans cet endroit oublié de Dieu ?» Garnier soupira, retirant son chapeau pour passer une main dans ses cheveux gris clairsemés. « Peu importe ce que je crois. Le juge a rendu son verdict. » Dehors, la rumeur de la foule s'enflait. Céleste parvenait à saisir des bribes de conversation. Les mots « tueuse de mari » et « folle » parvenaient à ses oreilles, tranchant comme des lames. Julien Ducharme avait été retrouvé mort dans leur petite ferme isolée 3 jours plus tôt, à coups de couteau en plein cœur. Lorsque les voisins, alertés par les cris de Céleste, étaient arrivés, ils l'avaient trouvé berçant le corps, l'arme sanglante à la main. Personne n'avait cru son histoire, qu'elle l'avait trouvé déjà poignardé, qu'elle avait retiré la lame dans une tentative futile de le sauver. Personne ne savait rien des empreintes mystérieuses qu'elle avait vues s'éloigner de leur cabane, ni des objets étranges qui manquaient sur le bureau de Julien. Personne ne se souciait du fait que Julien avait des ennemis depuis l'époque où il servait comme éclaireur pour l'armée, travaillant aux côtés des tribus autochtones. La porte de la prison s'ouvrit à la volée et le juge Mercier entra, sa redingote noire immaculée malgré la poussière et la chaleur. « Il est temps, dit-il, sa voix aussi froide que la prairie en hiver. » 2 adjoints encadrèrent Céleste, lui saisissant les bras pour la conduire dehors. La lumière du soleil la frappa comme un coup physique après ces jours passés dans la pénombre du cachot. La foule se tut momentanément lorsqu'elle émergea, puis éclata en un mélange de huées et de murmures solennels. « Meurtrière! Sorcière !» Céleste garda les yeux fixés droit devant elle, se concentrant sur les marches de bois qu'elle allait bientôt gravir. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de voir sa peur. Alors qu'ils approchaient de la potence, Céleste remarqua une silhouette se tenant à l'écart de la foule. C'était un grand homme autochtone, vêtu d'un mélange de vêtements traditionnels et d'habits d'homme blanc usés. Son visage restait impassible, mais ses yeux sombres la suivaient intensément. Elle l'avait déjà vu, réalisa-t-elle. Il venait occasionnellement en ville pour faire du troc, bien que la plupart des gens l'évitassent soigneusement. Julien l'appelait « renard gris » et lui parlait dans sa langue natale. Julien avait dit qu'il était l'un des rares à ne pas avoir été forcé de rejoindre les réserves, qu'il se déplaçait encore librement à travers les plaines, bien qu'au prix de grands risques. Quelque chose dans le regard soutenu de cet homme donna à Céleste une lueur d'espoir, bien qu'elle ne sût dire pourquoi. Le juge Mercier s'éclaircit la gorge, réclamant l'attention de la foule. « Céleste Ducharme, vous avez été reconnue coupable du meurtre de votre époux, Julien Ducharme. La sentence est la mort par pendaison, exécution immédiate. » Céleste fut guidée vers les marches, chacune la rapprochant de sa fin. Le nœud coulant était rugueux et lourd lorsqu'on le plaça autour de son cou. Le connétable évita ses yeux en le serrant. « Avez-vous une dernière parole ?» demanda le juge.
Céleste regarda la mère de visage, certains jubilants, d'autres graves, tous attendant de voir ses derniers instants. Sa voix sortit plus forte qu'elle ne l'avait prévu. « Je suis innocente. Celui qui a tué mon mari se tient parmi vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne tous pour ce que vous allez faire. » La foule remua, mal à l'aise. Le juge fit un signe de tête au bourreau. Juste au moment où l'homme tendait la main vers le levier qui ouvrirait la trappe sous ses pieds, un tumulte éclata en bordure de la foule. Les gens s'écartèrent alors que Renard Gris fendait l'assemblée, avançant à grandes enjambées déterminées vers l'échafaud. « Arrêtez !» cria le connétable Garnier en dégainant son pistolet. « Reculez !» Renard Gris l'ignora, atteignant la base de la potence. Pour la première fois, il parla, sa voix accentuée mais claire. « Cette femme dit vrai, elle n'a pas tué. » La foule se tut. Le visage du juge Mercier s'assombrit de colère. « Cette procédure est légale. Écartez-vous ou soyez arrêtés. » Renard Gris plongea la main dans une sacoche à sa ceinture et en sortit une montre à gousset en argent. La montre de Julien, que Céleste reconnut immédiatement. C'était un cadeau de son père, toujours rangé dans son bureau. « Ceci appartenait à l'homme mort, » déclara Renard Gris. « Trouvé sur un homme qui partait vers le sud. Homme blanc avec cicatrice sur le visage. » Il pointa sa propre joue pour indiquer l'emplacement de la balafre. Il se vantait d'avoir tué, disait que la femme pendrait pour son acte. Des murmures parcoururent la foule. Céleste sentit son cœur marteler sa poitrine. « C'est la montre de Julien !» cria-t-elle. « Elle avait disparu après sa mort. » Le connétable Garnier s'approcha prudemment, prenant la montre de la main tendue de Renard Gris. Il l'examina, puis leva les yeux vers le juge. « Il y a les initiales de Ducharme gravées au dos, votre honneur. » Le juge Mercier fronça les sourcils. « Cela ne prouve rien. La montre aurait pu être volée après qu'elle l'ait tué. » « L'homme que j'ai trouvé avait du sang sur sa chemise, » poursuivit Renard Gris, « et des papiers du bureau de Ducharme, papiers sur l'armée, sur les territoires du Nord. » Un homme s'avança hors de la foule. C'était le commandant Rochefort, l'officier du fort voisin qui avait assisté au procès. « Ducharme cartographiait des sites potentiels pour un nouveau fort, » dit-il avec réticence. « Ces informations seraient précieuses pour certains intérêts cherchant à perturber nos opérations. » Pour la première fois, le doute apparut sur le visage du juge. « Connétable, retirez la prisonnière de l'échafaud pendant que nous examinons ces nouvelles preuves. » Céleste sentit le nœud coulant être soulevé de son cou, ses jambes manquant de se dérober sous elle alors que le soulagement inondait son corps. Tandis qu'on la redescendait des marches, ses yeux croisèrent ceux de Renard Gris. Elle moutonna un merci silencieux et il l'accepta d'un imperceptible hochement de tête. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais l'improbable s'était produit. On lui avait accordé du temps pour prouver son innocence, du temps pour rendre justice à Julien, et peut-être du temps pour comprendre pourquoi ce guerrier silencieux avait risqué sa vie pour sauver une femme blanche qu'il connaissait à peine. Le calme était revenu au poste de police, la foule excitée s'étant dispersée pour commenter l'interruption spectaculaire de l'exécution. Céleste était assise sur le banc de bois dur, encore sous le choc d'avoir échappé à la corde. Le connétable Garnier lui avait retiré ses liens et apporté une timbale d'eau qu'elle but avec avidité. De l'autre côté des barreaux, le juge Mercier et le commandant Rochefort discutaient à voix basse. Renard Gris se tenait immobile dans un coin, sa présence apparemment oubliée par les officiers, mais intensément ressentie par Céleste. « Nous devons retrouver cet homme au visage marqué, » disait le juge. « Si ce que dit l'Indien est vrai, il appartient au peuple, » corrigea Céleste, sa voix encore rauque. « Ce n'est pas juste un Indien. » Les hommes se tournèrent vers elle, surpris par son intervention. Le commandant Rochefort s'éclaircit la gorge. « Madame Ducharme, pouvez-vous penser à quelqu'un qui aurait pu vouloir la mort de votre mari ? Quelqu'un portant une cicatrice telle que décrite ?» Céleste ferma les yeux, tentant de se concentrer. Julien avait agi étrangement les semaines précédant sa mort. Il était nerveux, s'enfermant dans son bureau la nuit pour travailler sur ses cartes. Elle planta son regard dans celui du commandant. Il a mentionné un homme, un ancien soldat renvoyé pour déshonneur. Il disait que cet individu posait trop de questions sur l'emplacement des futurs forts. « Vous a-t-il donné un nom ?» demanda le connétable Garnier. « Laurent. Jacques Laurent, je crois. »
Julien disait qu'il avait une vilaine cicatrice causée par une flèche sur le côté droit du visage. L'expression du commandant s'assombrit. Jacques Laurent, renvoyé l'année dernière pour avoir vendu des informations militaires. Nous avions entendu des rumeurs sur son retour dans la région. La voix grave de Renard Gris s'éleva, faisant sursauter tout le monde. L'homme fait route vers le passage de Saint-Roch, à 3 jours de cheval. Si vous partez maintenant, vous pouvez l'intercepter avant qu'il ne traverse la frontière. Le juge Mercier fronça les sourcils, méfiant. Et comment savons-nous que vous n'inventez pas tout cela pour la sauver? Quel est votre intérêt là-dedans? Le visage de Renard Gris resta de marbre. Ducharme a été juste envers les miens. Il a aidé le fils de ma sœur quand les soldats l'ont blessé. Une dette doit être payée. Céleste sentit une vague de fierté pour son défunt mari. C'était bien le Julien qu'elle connaissait, l'homme qui voyait des êtres humains avant de voir la couleur de leur peau. « Si Laurent se dirige vers la frontière, nous devons faire vite, déclara le connétable Garnier. Je vais rassembler une milice. Je viens avec vous, annonça Céleste en se levant. Il n'en est pas question, répliqua sèchement le juge Mercier. Vous êtes toujours suspecte, Madame Ducharme. Et alors? Je dois rester assise dans cette cellule jusqu'à ce que vous trouviez Laurent ou que vous décidiez de me pendre quand même. Les yeux verts de Céleste brillaient de détermination. Je connaissais mon mari mieux que quiconque. Je pourrais reconnaître des détails qui vous échapperaient. Le commandant Rochefort l'étudia pensivement. Elle marque un point. Et si Laurent est notre homme, il s'attendra à être poursuivi par des hommes de loi, pas par une femme. Elle ne nous ralentira pas. J'ai grandi dans un ranch des Hautes-Terres, riposta Céleste. Je monte aussi bien que n'importe quel homme ici présent et je tire presque aussi juste. Le connétable la regarda avec un respect nouveau. La dame a des arguments convaincants. Après une brève délibération, il fut décidé que Céleste accompagnerait le détachement composé du connétable Garnier, de 2 adjoints et, étonnamment, de Renard Gris, dont les talents de pisteur seraient inestimables. Pendant les préparatifs, Céleste fut autorisée à retourner à sa ferme pour rassembler quelques affaires, accompagnée d'un adjoint pour s'assurer qu'elle ne prenne pas la fuite. Entrer dans la cabane qu'elle avait partagée avec Julien raviva une douleur aiguë. Le sang tachait encore le plancher de bois là où il était tombé. Elle traversa les pièces rapidement, rassemblant des vêtements et le revolver de rechange de son mari. Dans le bureau, elle s'arrêta, remarquant un détail inhabituel. Le tiroir du bas du secrétaire était légèrement entrouvert, un tiroir que Julien gardait toujours verrouillé. Vérifiant du coin de l'œil que l'adjoint ne regardait pas, Céleste s'agenouilla et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un journal qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle le glissa vivement dans sa sacoche de sel avant que l'homme de loi ne puisse remarquer quoi que ce soit. À la mi-journée, la petite troupe était rassemblée à la sortie de la ville. Céleste s'était changée, enfilant un pantalon sous une jupe fendue, une concession aux convenances qu'elle maintenait malgré l'impraticabilité de la chose. Elle avait relevé ses longs cheveux bruns sous un chapeau à large bord. Renard Gris ouvrait la marche, lisant dans la poussière des signes invisibles pour les autres. Ils chevauchèrent à vive allure tout l'après-midi, ne s'arrêtant que lorsque les montures eurent besoin de repos. Alors qu'ils montaient le camp ce soir-là, Céleste se retrouva assise à l'écart. Les hommes semblaient mal à l'aise en sa présence. La femme qui avait failli être pendue le matin même chevauchait désormais à leur côté. Seul Renard Gris semblait indifférent, préparant méthodiquement son maigre repas. Profitant de l'inattention des autres, Céleste sortit le journal de Julien et commença à lire à la lumière déclinante du jour. La plupart des entrées étaient banales, mais les dernières pages révélaient ses inquiétudes grandissantes. Laurent pose encore des questions. Il dit savoir ce que je cartographie pour Rochefort. Il menace de révéler ce qui s'est passé à la crique au loup si je ne partage pas les plans. Je ne peux pas laisser cela devenir public. Trop de gens souffriraient. Céleste fronça les sourcils. La crique au loup? Julien ne lui avait jamais mentionné un tel endroit. Elle sursauta en sentant l'approche silencieuse de Renard Gris. Il s'assit près d'elle, ses yeux sombres reflétant les flammes du feu de camp. « Tu as trouvé quelque chose ?» Ce n'était pas une question. Céleste hésita, puis lui montra le passage du journal. « Est-ce que Julien t'a déjà parlé de la crique au loup ?» Le visage de Renard Gris se durcit. « Mauvais endroit. Les soldats ont attaqué un campement là-bas, il y a 3 hivers.
Femmes, enfants, tués. Votre mari était éclaireur, mais il a essayé d'arrêter ça. Il a échoué. Julien a participé à un massacre, murmura Céleste, horrifiée. Non, il a prévenu les familles. Beaucoup ont fui grâce à lui. L'armée n'a jamais su. S'il l'avait découvert, il aurait été accusé de trahison. Céleste sentit les pièces du puzzle s'assembler. Et Laurent a découvert ça d'une manière ou d'une autre. Laurent y était. Il voulait tuer tout le monde. Ton mari l'a empêché de tirer sur des enfants. Il s'est fait un ennemi ce jour-là. L'esprit de Céleste vacillait sous le poids de ses révélations. Julien lui avait caché tant de choses pour la protéger. Aujourd'hui, son passé l'avait rattrapée et avait failli lui coûter la vie à elle aussi. « Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?» demanda-t-elle, s'adressant davantage à elle-même qu'à son compagnon. « Certains fardeaux sont trop lourds pour être partagés, » répondit doucement le guerrier, même avec la compagne de son cœur. Leur conversation fut interrompue par l'approche du connétable Garnier. « Nous atteindrons le poste frontière demain après-midi si nous partons aux premières lueurs, » les informa-t-il. « Essayez de dormir, Madame Ducharme. » Alors que Céleste tentait de trouver le sommeil cette nuit-là, son esprit était envahi par des images de Julien. Non plus seulement le mari doux qu'elle avait connu, mais un homme portant le poids d'un héroïsme secret et d'une culpabilité rongeante. Elle se demandait ce qu'elle découvrirait d'autre sur celui qu'elle croyait si bien connaître. À côté de ses pensées, elle prenait conscience de la présence de Renard Gris. Cet homme silencieux et digne qui l'avait sauvé de la potence semblait connaître Julien d'une manière qui lui échappait. Elle se sentait attirée par lui, non pas de façon romantique, mais avec le sentiment que leur destin était lié au-delà de ce périple. Demain, ils atteindraient la frontière. Demain, elle ferait peut-être face au meurtrier de son mari. Et demain, elle apprendrait enfin toute la vérité sur la vie et la mort de Julien Ducharme. L'aube se leva sur les plaines sauvages dans un embrasement de lumière ambrée. Céleste s'éveilla d'un sommeil agité, le corps perclus par la dureté du sol. Les événements de la veille, la corde autour de son cou, le sursis de dernière minute, les révélations sur Julien, lui semblaient être un rêve fiévreux. Renard Gris était déjà debout, scrutant l'horizon. Son profil se découpant contre le soleil levant rappelait à Céleste les statues de faucons que Julien sculptait autrefois, fier et vigilant. « Vous voyez quelque chose ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Poussière, cavalier venant du nord. » Sa voix restait calme, mais sa posture se tendit imperceptiblement. Le connétable Garnier les rejoignit, plissant les yeux vers le nuage lointain. Ce pourrait être Laurent qui a raneuté des amis. Le groupe leva le camp à la hâte, enfourchant les chevaux avec une urgence renouvelée. Renard Gris les guida le long d'une ravine, leur offrant un couvert naturel tandis qu'ils poursuivaient leur route vers le sud. « Comment avez-vous retrouvé la trace de Laurent en premier lieu ?» demanda Céleste à Renard Gris alors qu'ils chevauchaient côte à côte. « Je chassais près de la crête brisée. J'ai entendu des coups de feu. J'ai trouvé un homme blanc en train de dépouiller un voyageur mort. Je l'ai observé. Plus tard, je l'ai entendu se vanter dans un saloon. Il disait qu'une femme pendrait pour son crime. » Ses yeux sombres rencontrèrent ceux de la jeune veuve. « Je savais que c'était la femme de Ducharme. Je savais que tu étais innocente. »« Vous ne m'aviez jamais parlé avant-hier, » dit Céleste, intriguée. « J'observais de loin. Ducharme parlait souvent de toi. » L'ombre de ce qui aurait pu être un sourire effleura ses lèvres. Il disait que tu avais du feu dans le cœur. Céleste ressentit une pointe de chagrin mêlée de chaleur à cet aperçu de la façon dont Julien la voyait. Vers midi, ils atteignirent un petit relais de poste, isolé à une trentaine de kilomètres de la frontière. Le bâtiment, battu par les vents, se dressait seul dans l'immensité du paysage, une halte pour les voyageurs se dirigeant vers le sud. « Laurent pourrait être ici », dit doucement le connétable Garnier alors qu'ils approchaient. « Madame Ducharme, restez en arrière avec l'adjoint Martin. Si Laurent est à l'intérieur, je veux lui faire face. » Céleste insista, s'alignant à la hauteur du connétable. « Avec tout le respect que je vous dois, cet homme a tué mon mari et m'a fait accuser à sa place. Il est dangereux. Raison de plus pour que je sois là. » Céleste vérifia le revolver de Julien qu'elle avait gardé caché dans sa sacoche. « Je n'interviendrai pas, mais je mérite de le regarder dans les yeux. » Renard Gris acquiesça légèrement. « Elle a gagné le droit du guerrier. »
Garnier les regarda tour à tour, puis céda. « Restez derrière nous. Au moindre problème, vous sortez immédiatement. » L'intérieur du relais était sombre et poussiéreux. Quelques hommes étaient assis à des tables éparses, sirotant des verres malgré l'heure matinale. Derrière le comptoir, un aubergiste corpulent observait les nouveaux venus avec méfiance. « Nous cherchons un homme », annonça le connétable en s'approchant du bar. « Jacques Laurent, une cicatrice sur la joue droite. Il a dû passer par ici récemment. » L'aubergiste haussa les épaules. « Beaucoup d'hommes passent par ici, je ne demande pas les noms. » Le cœur battant à tout rompre, Céleste scanna la salle. Aucun des clients ne correspondait à la description de Laurent. Puis, son regard tomba sur un chapeau accroché près de la porte, un chapeau de campagne militaire avec une éraflure distinctive sur le bord. Julien avait décrit ce chapeau une fois, expliquant qu'il l'avait entaillé lors d'une altercation au couteau. Elle donna un coup de coude discret à Renard Gris, indiquant le couvre-chef d'un signe de tête. Il suivit son regard, puis fit un léger mouvement de la main pour signifier qu'il avait compris. Une porte au fond de la salle s'ouvrit, et un homme sortit de ce qui semblait être une réserve. Il était grand, les cheveux couleur de sable, et une cicatrice déchiquetée courait de son œil droit jusqu'à sa mâchoire. Dès qu'il vit l'insigne du connétable, sa main plongea vers sa hanche. « Jacques Laurent !» hurla Garnier. « Nous devons parler de Julien Ducharme. » Tout se passa en une fraction de seconde. Laurent dégaina son pistolet, tirant à l'aveugle. Le connétable plongea, ripostant. Les clients s'éparpillèrent, renversant les tables pour se mettre à couvert. Céleste se retrouva tirée au sol par Renard Gris, qui la protégea de son corps alors que les balles faisaient voler en éclats le bois du comptoir au-dessus d'eux. Laurent se rua vers une porte latérale. Sans réfléchir, Céleste se releva et se lança à sa poursuite, ignorant les cris de Garnier qui lui ordonnaient de rester en arrière. La porte donnait sur un petit enclos où étaient gardés les chevaux. Laurent montait déjà un gris pommelé, éprenant la bête vers le portail ouvert. Céleste leva le revolver de Julien, visant soigneusement comme il le lui avait appris. Elle tira une fois, manquant sa cible, mais son deuxième coup toucha Laurent à l'épaule. Il vacilla, mais continua de chevaucher. Renard Gris apparut à ses côtés, son arc déjà tendu. Sa flèche vola droit, frappant le cheval de Laurent en flanc. L'animal se cabra, jetant son cavalier dans la poussière. Le temps que le connétable et ses adjoints les rejoignent, Renard Gris maintenait Laurent au sol, un genou sur sa poitrine et un couteau sous la gorge. « Tu n'as aucune légitimité », cracha Laurent au visage de l'autochtone. « Pourquoi protéger des Blancs qui vous massacrent? Tu es un traître à ta race. » « La justice n'a pas de couleur, » répondit Renard Gris d'une voix égale. Le connétable Garnier releva Laurent, lui liant les poignets. « Jacques Laurent, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Julien Ducharme. » Les yeux de Laurent trouvèrent ceux de Céleste, brûlants de haine. « Votre mari était un traître. Il a choisi les Indiens contre les siens. »« Mon mari était un homme de conscience, » répliqua Céleste, la voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. « Quelque chose que vous ne pourrez jamais comprendre. »« Vous croyez le connaître ?» Laurent ria amèrement. « Demandez à votre ami Commanche ce qui s'est vraiment passé à la crique aux loups. Demandez-lui pour la fille du capitaine. » Céleste fronça les sourcils, tournant son regard vers Renard Gris, dont les traits s'étaient durcis. « Il ment pour semer le doute, » déclara le guerrier. Mais Céleste perçut une lueur de reconnaissance dans ses yeux sombres. Il y avait une part de vérité dans les paroles venimeuses du meurtrier. Ils attachèrent Laurent à un poteau, le temps de soigner sa blessure et de préparer le voyage de retour vers Vallée des Trembles. Céleste s'assit à l'écart, ressassant les mots de Laurent. La fille du capitaine? Qu'est-ce que cela signifiait? Renard Gris s'approcha, lui tendant une gourde d'eau. Elle l'accepta, but une gorgée, puis le fixa intensément. « Qu'est-ce que Julien ne me disait pas à propos de la crique aux loups ?» demanda-t-elle doucement. « Et cette histoire de fille du capitaine ?» Renard Gris garda le silence un long moment, son visage indéchiffrable. Finalement, il parla, la voix basse. Le capitaine avait une fille, une jeune femme. Elle s'était prise d'un homme de ma tribu. Son père le lui a interdit. Elle s'est enfuie pour être avec lui. Et ensuite, l'encouragea Céleste alors qu'il marquait une pause. Le capitaine a blâmé tout le peuple Comanche. Il a ordonné l'attaque du camp pour la retrouver. Ton mari a essayé de nous avertir. Beaucoup ont pu s'échapper, mais la fille et son compagnon ont été tués dans les combats.
Les yeux de Renard Gris rencontrèrent les siens. Ducharme portait ce fardeau, il pensait avoir échoué. Céleste sentit un frisson la parcourir. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Le capitaine était un homme puissant, il l'est toujours. Si la vérité éclatait, beaucoup souffriraient. Ducharme t'a protégé par son silence. Céleste encaissa le choc, imaginant Julien portant ce poids, seul. Et Laurent savait? Laurent voulait les faveurs du capitaine. Il a menacé de mentir sur le rôle de Ducharme, de dire qu'il avait aidé les Comanches à fuir par haine de l'armée. Tout prenait sens désormais. Le secret de Julien, son acharnement à travailler sur ses cartes pour prouver sa loyauté. Alors qu'ils s'apprêtaient à retourner à Vallée des Trembles avec leurs prisonniers, Céleste ressentit un mélange complexe d'émotions. Le soulagement de la capture de Laurent, le deuil de Julien qui refaisait surface, et le sentiment grandissant que la justice était bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Le voyage de retour fut tendu. Laurent ne tenta plus de s'échapper, mais observait Céleste avec un regard calculateur qui lui glaçait le sang. Ce soir-là, alors qu'il campait sous les étoiles, Céleste se retrouva de nouveau assise près de Renard Gris, attirée par sa présence rassurante. « Merci », dit-elle simplement, « pas seulement pour m'avoir sauvé de la potence, mais pour m'avoir aidé à mieux comprendre Julien. » Renard Gris hocha la tête. Ducharme était un homme bon, pris entre deux mondes. « Comme vous », observa Céleste. Il la regarda, une brève surprise traversant son regard. « Vous naviguez entre le monde des Comanches et celui des Blancs », expliqua-t-elle, sans être pleinement acceptée ni dans l'un ni dans l'autre, peut-être. « Le chemin est solitaire, reconnut-il, mais nécessaire. » Céleste songea à son propre avenir incertain. La ferme contenait trop de souvenirs douloureux. Pourtant, où une femme seule pouvait-elle aller sur cette frontière impitoyable? « Que feras-tu » demanda Renard Gris, semblant lire dans ses pensées. « Une fois la justice rendue ?» Céleste leva les yeux vers la voûte céleste. « Je ne sais pas. Je ne peux pas rester à Vallée des Trembles. Trop de gens étaient prêts à me voir pendre. » Julien parlait d'une terre à l'ouest, une vallée avec de l'eau pure. Il disait que ce serait un lieu de paix un jour. Elle se souvint que Julien avait mentionné cet endroit, une vallée découverte lors d'une mission de reconnaissance et qui ne figurait sur aucune carte. Il en parlait comme d'un rêve pour l'avenir. « Peut-être que je la trouverai, dit-elle doucement, pour prendre un nouveau départ. » Renard Gris étudia son visage. Il faudrait un guide pour trouver la vallée. L'offre était implicite. Céleste sentit une lueur d'espoir, non pas romantique, mais celle d'une amitié possible, d'un chemin à travers son deuil. En s'endormant cette nuit-là, elle serra le journal de Julien contre sa poitrine. Demain, il serait de retour en ville. Demain, Laurent ferait face à la justice. Et peut-être que demain, elle pourrait commencer à envisager un avenir hors de l'ombre de l'échafaud. Vallée des Trembles apparut à l'horizon, ses bâtiments tremblotant dans la chaleur de l'après-midi comme un mirage. Céleste sentit une boule se former dans son estomac. 3 jours plus tôt, on l'avait traînée hors de la prison pour l'exécuter. Aujourd'hui, elle revenait avec le véritable meurtrier de son mari, fer au poignet. Le cortège attira des regards curieux alors qu'il remontait la rue principale. Laurent, affaissé sur sa selle, lançait des regards de défi au badaud. La nouvelle de leur approche s'était visiblement répandue. Une foule s'était déjà formée devant le bureau du connétable. Le juge Mercier se tenait sur le trottoir de bois, l'expression impénétrable alors qu'il mettait pied à terre. Le commandant Rochefort était à ses côtés, ainsi que plusieurs notables qui avaient été trop impatients de voir Céleste pendre. « Je vois que vous avez trouvé Laurent », remarqua le juge alors que le connétable Garnier faisait descendre le prisonnier de son cheval. « Nous l'avons trouvé en route vers le Mexique, exactement comme l'avait dit le Comanche, confirma Garnier. Et il avait ceci sur lui. » Le connétable brandit une liasse de papier. Les cartes de Julien et ses notes sur les emplacements des forts. « Ça ne prouve rien, grogna Laurent. J'ai gagné ses papiers et son cheval au jeu. » Céleste s'avança, la voix claire et posée. « Nous avons aussi trouvé la montre de mon mari sur lui, celle que Renard Gris vous a montrée. Et plus important encore, nous avons trouvé ceci. » Elle sortit un papier plié de sa poche, une lettre de la main de Laurent, menaçant de révéler ce qui s'était passé à la Crique au Loup si Julien ne lui donnait pas les plans du fort. Ils avaient découvert la missive cachée dans la sacoche de Laurent durant le trajet du retour.
Elle détaillait le chantage et, point crucial, contenait une ligne où il admettait s'être occupé de Ducharme après son refus de coopérer. Le juge Mercier examina la lettre, le front plissé. Il leva les yeux vers Céleste, une lueur de regret dans le regard. « Cela semble être une preuve irréfutable, Madame Ducharme. Il semble qu'une grave erreur judiciaire ait été évitée de justesse. »« Pas grâce à la précipitation de cette ville à juger, » répondit froidement Céleste. Le juge eut la décence de paraître mal à l'aise. « La Cour vous exonérera formellement de toutes les charges. Quant à Laurent, il sera jugé pour meurtre et trahison. » Le commandant Rochefort s'avança, s'éclaircissant la gorge. « Il y a aussi la question de la crique au loup, mentionnée dans cette lettre. »« C'est une affaire militaire, » dit prudemment le connétable Garnier. « Je ne suis pas sûr que ce soit pertinent pour l'accusation de meurtre. »« Cela établit le mobile, » insista Céleste. « Laurent voulait se venger de mon mari pour avoir empêché un massacre, et il voulait ses cartes pour les vendre aux plus offrants. » Le visage de Rochefort s'assombrit. La crique au loup était un incident regrettable. Le capitaine Brunet a outrepassé ses ordres. Si votre mari a tenté de limiter les dégâts, il devrait être félicité, non condamné. Et pourtant, vous m'avez presque laissé pendre plutôt que d'admettre les erreurs de l'armée, lâcha Céleste. Un silence pesant tomba. Plusieurs habitants remuèrent, gênés, évitant le regard de la jeune femme. Renard Gris, qui était resté silencieux durant l'échange, prit enfin la parole. « La justice pour Ducharme est faite. Qu'en est-il de la justice pour la veuve ?» Sa question resta suspendue dans l'air lourd de l'après-midi. Le juge Mercier se racla la gorge. « Madame Ducharme est libre de reprendre sa vie avec les excuses de la cour. »« Des excuses ne reconstruisent pas une vie, » dit Céleste. « Tout le monde dans cette ville était prêt à me regarder mourir. Ma maison est souillée par le sang de mon mari. Ma réputation est en lambeaux. Madame Petit, l'épicière, qui avait été particulièrement virulente quant à la culpabilité de Céleste, s'avança de manière inattendue. « Nous avions tort, Céleste. J'avais tort. La peur et les commérages ont obscurci notre jugement. » Elle se tourna vers les autres habitants. « Nous devons à Madame Ducharme plus que des excuses. Nous lui devons un nouveau départ. » À la surprise de Céleste, d'autres commencèrent à hocher la tête en signe d'approbation. Monsieur Hubert, le banquier, prit la parole. « La banque peut arranger une compensation pour votre emprisonnement injustifié, Madame Ducharme. Et si vous souhaitez vendre votre ferme, nous veillerons à ce que vous en receviez un prix équitable. » Céleste ne s'attendait pas à cette tournure des événements. Elle regarda Renard Gris, dont le signe de tête subtil l'encouragea. « J'apprécie votre offre, dit-elle avec précaution, mais j'ai décidé de ne pas rester à Vallée des Trembles. Il y a trop de souvenirs ici, autant de ma vie avec Julien que de la rapidité avec laquelle ses amis et voisins m'ont tourné le dos. « Où irez-vous » demanda le juge Mercier. Céleste redressa les épaules, le regard perdu vers l'horizon. « Il y a des terres à l'ouest dont Julien parlait, une bonne terre avec de l'eau où une personne pourrait recommencer à zéro. » Le commandant Rochefort fronça les sourcils. « C'est un territoire sauvage, Madame Ducharme, dangereux pour quiconque et suicidaire pour une femme seule. »« Elle ne sera pas seule, » déclara Renard Gris, sa voix posée comme un fait établi. « Je la guiderai. Une dette d'honneur envers Ducharme pour assurer la sécurité de sa veuve. » Le commandant sembla vouloir objecter, mais quelque chose dans le regard inébranlable de Renard Gris le fit se raviser. Alors que Laurent était conduit vers la prison, la foule commença à se disperser. Céleste se retrouva sur le trottoir de bois avec Renard Gris, regardant la ville reprendre son rythme habituel. « Pensez-vous ce que vous avez dit ?» demanda-t-elle doucement. « À propos de me guider vers l'ouest ?»« Chaque mot, » répondit-il. « Ducharme a sauvé mon peuple. Maintenant, j'aide le sien. »« Je ne suis qu'une seule personne, » dit Céleste avec un triste sourire. « Une personne peut devenir un peuple, » répliqua le guerrier. « La vallée que Ducharme a trouvée pourrait être un lieu où Commanches et Blancs vivraient sans combattre. Un nouveau commencement. » Céleste considéra ces paroles. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à des souvenirs douloureux ou de recommencer sa vie. Il s'agissait d'honorer la vision de Julien, de bâtir un lieu où les divisions qui avaient défini la frontière pourraient commencer à guérir. Durant la semaine qui suivit, Céleste vendit la ferme et régla ses affaires à Vallée des Trembles.
Les remords de la ville se traduisirent par des conditions généreuses pour le rachat de ses biens. Le procès de Laurent fut rapide, sa culpabilité établie sans l'ombre d'un doute. Il pendrait pour le meurtre de Julien, le sort même que Céleste avait failli subir. Lors de sa dernière nuit en ville, elle se rendit sur la tombe de Julien. Elle déposa des fleurs des champs sur la terre fraîche et ouvrit le journal de son époux à la dernière page blanche. Là, elle écrivit sa propre entrée. « Julien, je comprends maintenant pourquoi tu gardais ces secrets. Pour protéger les autres, pour me protéger. Je quitte Vallée des Trembles pour trouver cette vallée que tu aimais tant. Renard Gris me guidera. Peut-être que là-bas, ton rêve de paix pourra prendre racine. Je porte ta mémoire avec moi, mais je ne suis plus enchaîné par le chagrin. Tu m'as appris à voir au-delà des frontières, entre les peuples, entre les mondes. Maintenant, je vais essayer de vivre cet enseignement. » L'aube se leva, fraîche et claire, le jour du départ. Céleste monta en selle, ses provisions pactées pour le long voyage. Renard Gris l'attendait à la sortie de la ville, patient et immobile. Le connétable Garnier vint leur faire ses adieux, tendant à Céleste un papier plié. « Un titre de propriété pour une parcelle à l'ouest d'ici, » expliqua-t-il. « Ce n'est pas exactement là où vous allez, mais cela vous donne un statut légal si vous en avez besoin. Considérez cela comme la façon dont la ville tente de se racheter. » Céleste glissa l'acte dans sa sacoche. « Merci, connétable, d'avoir cru en mon innocence quand peu d'autres le faisaient. » Alors qu'il chevauchait vers l'ouest, le soleil levant dans le dos, Céleste ressentit une étrange légèreté. Le poids des fausses accusations s'était envolé. L'ombre de la potence s'était dissipée. Devant elle s'étendait l'incertitude, les épreuves et le danger, mais aussi la possibilité. « Ducharme l'appelait la vallée de l'écho, » dit Renard Gris, alors qu'il franchissait une colline. « Les montagnes retiennent les mots qui y sont prononcés et les renvoient comme une bénédiction. »« C'est loin ?» demanda Céleste. « 7 jours de cheval. Nous traverserons le territoire de mon peuple. Ceux qui refusent la réserve nous aideront à cause du nom de Ducharme. » Céleste hocha la tête, imaginant la vallée telle que Julien l'avait décrite, abritée par les montagnes, avec des ruisseaux clairs et un sol fertile. Un lieu entre deux mondes, comme Julien l'avait été, comme Renard Gris l'était, et comme elle était en train de le devenir. « Comment votre peuple appelle-t-il les commencements ?» demanda-t-elle. Renard Gris réfléchit un instant avant de répondre. « Le mot le plus proche signifie le premier souffle du jour. Quand l'obscurité de la nuit tient encore le monde, mais que la lumière promet le changement. » Céleste regarda l'horizon se déployer devant eux, infini. « Le premier souffle du jour, » répéta-t-elle. « J'aime ça. » Ils chevauchèrent vers le couchant, une veuve et un guerrier, portant entre eux l'héritage d'un homme qui avait jeté un pont entre deux mondes. Derrière eux gisait une justice rendue et un nœud coulant qui ne réclamerait jamais sa victime désignée. Devant eux s'étendait la vallée de l'écho et la promesse d'une aube nouvelle. Céleste Ducharme, celle qui s'était tenue sur l'échafaud, la corde au cou, celle qui avait été sauvée par un autochtone silencieux sorti de la foule, celle qui avait poursuivi le meurtrier de son mari à travers les plaines, pressa sa monture. La frontière s'étendait devant elle, dure et belle, pleine d'histoires qui restaient à écrire. Et elle était prête à écrire la sienne.